Bonjour, merci de votre témoignage pour la psychiatrie du soleil. Pourriez-vous vous présenter? Alors me présenter pour moi c'est toujours très compliqué. Je me définis aujourd'hui comme une pèlerine de la vie. Savoir que j'ai fait pas mal de choses différentes dans ma vie et au final en fait ce que je fais c'est d'essayer de me comprendre. C'est vraiment le fil conducteur en fait de tout ce que je fais. Au début, dans ma jeune vie, je ne me rendais pas compte vraiment de ce que je faisais du théâtre. Je faisais ça parce que ça me passionnait, ça me remplissait complètement. Et puis un jour ça s'est arrêté et depuis en fait je constate que tout ce que je fais finalement va vers une espèce de quête de soi. Et du coup, voilà, pour moi je suis une personne en quête de son humanité, j'appelle ça une pèlerine de la vie, parce que je suis partie sur le chemin de Compostelle et donc je suis devenue, pendant 3 mois, je suis devenue une pèlerine. Et ça m'a bien plu comme positionnement. Très bien. Quel a été votre parcours de vie? Alors, mon parcours de vie, j'avais une enfance très, très lumineuse, très joyeuse, très vivante, très créative, très sympa. Et avec, au milieu de tout ça, en fait, des espèces de gouffres de désespoir. Mais ce dont je me souviens, en fait, de mon enfance, c'est plutôt un truc hyper lumineux et très créatif. Je faisais du piano, je faisais du dessin, de la peinture, des machins, plein de trucs dans tous les sens, je faisais des cabrioles. Je considère que j'étais une enfant très vivante. Et j'ai découvert le théâtre en fait quand j'étais à la fin du collège. Et ça m'a absolument happée. Et je suis donc devenue une professionnelle du spectacle. J'ai fait une école de comédien, j'ai fait de la mise en scène, j'ai participé dans plein de petites compagnies, à plein de positions différentes. Et donc j'ai expérimenté en fait un peu, ouais, je ne veux pas dire tous les aspects, toutes les entrées en fait de ce que c'est que monter un spectacle. Mais parce que quand même la majorité de ce que je faisais c'était soit jouer, soit mettre en scène. Mais j'ai quand même beaucoup aussi travaillé autour et je m'arrête un peu là-dessus parce que en fait je me rends compte a posteriori que ce que j'ai fait avec le théâtre, d'aller l'attraper en fait de tous les côtés pour construire quelque chose, pour créer une œuvre riche, belle, vivante, qui ait du sens. Et c'est ce que je fais avec ma vie en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je considère que donc j'ai arrêté le théâtre, j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. Et en 2008, je suis allée travailler avec une metteur en scène et elle m'a, en même pas un an en fait, elle m'a démonté complètement. C'est-à-dire que c'était un comportement qu'on qualifierait certainement aujourd'hui de pervers narcissique. Est-ce qu'elle l'est ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, elle avait ce truc extrêmement... le mot qui me vient, c'est criminel. D'encenser, détruire les gens en même temps, avec des trucs de mensonges, de tenir les gens à l'écart, dans le secret, en les nourrissant tout en les détruisant. C'était assez... et en fait, quand je suis arrivée chez elle, toute l'équipe était renouvelée. Je ne me suis pas trop posé la question de pourquoi, j'ai compris après. Et c'était très étonnant en fait, comment elle manipulait comme ça tout son monde pour faire son truc, qui en plus n'était même pas de super qualité. Et au bout de même pas un an, en fait, je savais plus qui j'étais, ni où j'habitais, je savais plus faire de théâtre en fait. Alors que ça avait été pendant 20 ans en fait, parce qu'avec les études et tout ça. Enfin, j'ai pas fait des études de théâtre direct, j'ai fait des études d'art appliqué pour aller vers le théâtre. En fait, quand j'ai commencé à vouloir faire du théâtre, j'étais au lycée, et pour moi le théâtre c'était un espèce de truc divin, quoi. C'était l'art dans toute sa splendeur, et il y avait un côté vraiment hyper
espèce de révérence en fait que j'avais vis-à-vis de ça, et où je n'osais pas dire que je voulais faire du théâtre, je trouvais ça vachement trop, vraiment prétentieux quoi. Et je ne peux pas, moi, faire du théâtre. Et donc je préparais mon plan un peu en loose day, en faisant ouais non mais je vais faire des études d'art appliqué, puis en fait dans ma tête, pour être architecte soi-disant, en fait dans ma tête je me disais ouais, je vais faire des arts appliqués, après je vais faire du décor de théâtre, puis après je serai dans le milieu du théâtre, et puis du coup hop je basculerai sur la scène. Et donc j'ai fait ça, j'ai fait des études d'art appliqué pendant quelques années. J'ai voulu rentrer dans les écoles de théâtre, j'ai raté tous les concours. Moi j'ai raté tous les concours de ma vie. Je supporte pas l'idée de compétitionner avec des gens sympas en plus, parce que dans les écoles d'art c'est quasiment que des gens sympas. Et enfin peut-être partout aussi d'ailleurs, c'est pas forcément une caractéristique des écoles d'art. Pour moi ils étaient sympas, parce que c'était mon milieu. Oui, donc j'ai passé des concours que j'ai ratés, je suis allée à la fac pour me cultiver sur le théâtre, et puis j'ai commencé, en fait, je suis partie en Irlande en fait à la fin de mes études, et j'ai commencé à monter des spectacles de théâtre. Et donc le fait d'être en Irlande, en fait, le fait d'être à l'étranger, ça m'a donné une liberté incroyable. Le fait d'être étranger, on amène toujours quelque chose de nouveau en fait, qui est très séduisant pour les autres. Et du coup, le simple fait d'être ce que j'étais en fait intéressait, et je me suis mise à faire de la mise en scène quasiment presque avant de jouer dans des pièces. Et j'aurais jamais osé faire ça en France. Donc ça m'a permis de me lancer là-dedans. Je suis restée 5 ans. Et puis après je suis revenue en France faire une école de comédien, je suis devenue intermittente du spectacle, etc. Et quand j'ai rencontré cette metteur en scène, ça a été fini. Donc le théâtre, c'était pendant 15 ans, c'était ma vie à 100%, jour et nuit, je vivais, je respirais, je mangeais le théâtre. Quoi. Je faisais que ça. Il n'y avait aucune frontière entre ma vie personnelle, intime, privée, comme on dit souvent, hein, vie privée, vie professionnelle. Pour moi, c'était vraiment, j'étais une personne, et ce que je faisais, c'était ce que j'étais. Il n'y avait pas de différence. Et puis un jour, donc, j'ai pu être capable de faire du théâtre. Et j'ai essayé un peu, alors au début, je donnais des cours, j'ai essayé de rentrer dans le milieu, parce que j'avais déménagé. Donc, la metteur en scène m'ayant complètement gardée en vase clos, en fait, j'étais restée 1 an, mais je n'étais pas rentrée en contact avec les gens. Et donc j'ai fait beaucoup d'efforts en fait pour rentrer là-dedans, jusqu'à ce que... alors j'étais en psychanalyse depuis, je sais plus, je devais avoir 26 ans je pense quand j'ai commencé la psychanalyse. J'ai fait 6 années dans 3 villes différentes. Donc c'était un peu morcelé, mais c'est quand même 2 fois par semaine pendant 6 ans. Ça doit être avec 3 personnes différentes. Bon, ça fait quand même du travail. Ça n'a absolument rien changé concrètement dans ma vie, mais ça m'a donné plein de clés de compréhension, et surtout le truc le plus important en fait que ça m'a appris, c'est que tout est relatif. C'est-à-dire que moi je vis les choses d'une certaine façon, mais c'est pas la vérité. Et ça c'est un truc qui petit à petit a germé en fait à l'intérieur de moi. J'ai mis des années à comprendre le vrai sens de ça. Il n'y a pas une vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais aujourd'hui, je pense quand même que j'ai je pense que je comprends à peu près ce que ça veut dire aujourd'hui. Et donc, un jour, en 2011, ma vieille copine de collège et lycée que j'avais retrouvée sur notre ami Facebook, on discutait beaucoup en fait, toutes les deux, sur des trucs très profonds de la vie. Comme quand on était jeunes. On s'était retrouvés vraiment comme dans le bon vieux temps. Et je lui parlais de ce parcours de psychanalyse que j'étais en train de faire. Et j'étais arrivée à un moment en fait où j'avais besoin vraiment de mettre un gros coup d'accélérateur. À l'époque, je gagnais, je sais pas, je devais être au RSA ou un truc dans le genre, ou peut-être un peu plus, mais enfin vraiment, c'était rien quoi.
Et donc j'avais demandé au psychiatre avec qui je faisais la psychanalyse de me rajouter une séance, de faire les fameuses 3 séances par semaine. Et j'avais pas l'argent pour les payer. Et donc je lui ai demandé, comme il était psychiatre, de me rajouter une séance avec les feuilles de maladie. Et il a refusé. Et je me suis cassée. Il n'a pas... Je crois qu'il n'avait pas anticipé du tout. Je pense qu'il pensait vraiment que j'allais le faire. Moi, je pouvais pas. Et ça m'a vraiment... Ça m'a fait vraiment mal, en fait. Je me suis sentie mise à la poubelle du fait qu'il ne m'autorisait pas à faire ce dernier bout de chemin que j'avais besoin de faire pour clôturer 6 ans de travail acharné, juste parce que, soi-disant, en psychanalyse, il faut payer. Et que, madame, débrouillez-vous pour trouver l'argent. Et moi, je n'avais pas les... Alors, je me souviens plus exactement quelle était la situation, mais en tout cas, je n'avais pas les ressources psychiques pour trouver l'argent. Mais je peux me tromper, évidemment. Peut-être que c'est lui qui a raison, évidemment. Mais je pense vraiment que j'avais la ressource psychique pour terminer le travail. Et du coup, je ne l'ai pas terminé. Et je suis partie en claquant la porte, pourrait-on dire. Pas matériellement, mais je suis partie en colère, en fait, en disant, tant pis, j'arrête, merci, au revoir. Et je me suis retrouvée en fait dans une espèce de vide, parce que j'allais vraiment pas bien à ce moment-là. Et je savais pas comment me débrouiller, quoi. Je sentais que j'avais besoin de quelque chose sur quoi m'accrocher, mais il n'y avait plus rien. Et cette copine, cette bonne vieille copine, me parle de ses enfants qui étaient HPI. Et je trouvais qu'elle était un peu gonflée parce qu'on était en train de parler de moi. Et là, qu'elle se met à parler de ses enfants. Et je me dis... Pff. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, pourquoi tu me parles d'eux? On était en train de parler de moi. Et donc là, elle me dit, mais Armelle, t'es pas au courant que t'es HPI? Et maintenant, je ne suis pas au courant que je suis HPI. Donc, haut potentiel intellectuel, autrement dit, surdoué, autrement dit, très haut quotient intellectuel. Voilà. Sur ces entrefaites, elle m'envoie un bouquin spécialisé pour les adultes HPI. Et je suis partie en Irlande, je suis repartie en fait quelques jours en Irlande, au milieu d'une montagne, toute seule. À ce moment-là, je suis partie avec le bouquin et ma tête a fait comme ça. Je me retrouvais pas vraiment. Il y a plein de trucs dans lesquels je me retrouvais pas. Genre les mauvaises notes à l'école, bah non, j'avais des bonnes notes. Pas d'amis, bah si, j'avais des amis. Genre, je sais plus du truc. Donc, ça collait un peu, ça me parlait, et puis en même temps, c'était pas vraiment moi. J'avais retrouvé le portrait craché de mon père. Je me suis dit, ah bah lui, il est surdoué, lui, hein. Ah ouais, d'accord. Pareil, ça a commencé en fait à beaucoup tourner dans ma tête, c'est-à-dire de prendre conscience que c'est vraiment un mindset, comme on dit aujourd'hui, un regard sur le monde, une posture en fait vis-à-vis du monde, pas une posture dans le sens de prendre une posture et faire genre, mais un positionnement intérieur, quoi, enfin une place très particulière. Et je l'ai offert à mon père, qui a trouvé que ça n'avait aucun intérêt, et qui l'a direct offert à mon frère et ma sœur, au cas où. Ouais, en fait, comme je ne me retrouvais pas vraiment, j'étais pas sûre de moi, et ça coûte quand même super cher de passer des tests de QI. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, tant que je ne saurais pas si je suis concernée par ce truc, je vais errer. Et je ne vais pas savoir dans quelle direction chercher. Et donc,
j'avais toujours personne pour m'accompagner, c'était quelques mois plus tard, elle a dit bon bah allez hop, banco, je ne sais plus comment je me suis débrouillée, mais je me suis payé des tests de QI dans The Institut, soi-disant hyper, enfin, qui est tout à fait spécialisé. Et donc je suis allée voir une psychologue très spécialisée dans le haut potentiel intellectuel pour les adultes, et j'ai passé les tests, et quand je suis allée récupérer mes tests, la psychologue elle m'a dit vous avez bien fait de venir me voir. Ok, je crois qu'elle me l'a dit à la fin du test en fait. Que ça se voit, mais quand il faut passer les tests, ils le voient. Et elle m'a donné le papier en fait, et là j'ai bugué en fait. Parce que j'ai ce qu'on appelle un THQI, donc un très haut quotient intellectuel, c'est-à-dire un chiffre qui dépasse, c'est pas surdoué, c'est super surdoué quoi. C'est un truc, j'ai pas le chiffre maximal, mais quand même c'est vertigineux en fait. Et donc quand j'ai vu ce truc, il y a... C'est très bizarre en fait, il y a à la fin un truc où il y a quelque chose qui se posait à l'intérieur de moi en me disant ah ouais d'accord, si quand même je suis concernée, donc tout ça je peux l'écouter, je peux l'utiliser en fait pour me réapproprier les choses que j'ai vécues et donc aussi les choses que je vais continuer à vivre. Et en même temps, ce gouffre qui me séparait du reste de l'humanité, qui était absolument terrifiant quoi. Et il y avait toute une partie de moi qui se disait mais lâche l'affaire en fait, arrête d'essayer de vivre avec les gens, juste c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, ça marchera jamais. Il y a 8000 km entre toi et les gens, t'as beau agiter les bras, dire des trucs, forcément les gens ils n'entendent rien, ils voient rien, ils voient un moustique qui fait comme ça et puis ils font claque le moustique. C'est normal, qui ne ferait pas claque le moustique? Donc c'était vraiment un double mouvement à l'intérieur de quelque chose qui s'est vachement apaisé. J'ai compris que les gens se fichaient pas de moi en fait. Très souvent dans ma vie, je parle d'un truc et les gens y répondent à côté. C'est insupportable. Ça donne vraiment l'impression que j'ai envie de dire une grossièreté, on se fiche de vous quoi. Ouais, ça peut être. Enfin, moi je sais, je vivais comme parfois du dédain, parfois comment dire, une grande claque dans la figure, quoi. Genre t'es pas intéressante, je réponds à côté de ce que tu dis. Donc, le fait de pas être entendu, en fait tout d'un coup ça prenait du sens. Mais en fait moi quand je dis un truc, les mots que moi je dis, ils n'ont pas le même sens pour les gens. Donc forcément ils entendent complètement autre chose, donc ils répondent sur autre chose, c'est normal. Ils ont entendu une phrase et ils ont répondu à cette phrase. C'est juste qu'entre le metteur et le récepteur, c'est deux langues différentes en fait. Qu'est-ce que le HPI a changé dans votre vie? Ouais. Donc il y a eu cette espèce de dichotomie interne. C'était pas une déchirure en fait, c'était vraiment deux choses qui cohabitaient, une espèce de paradoxe intérieur qui était pleinement là quoi. L'envers et l'endroit de la chaussette, pleinement à l'intérieur de moi. Mais alors du coup j'étais larguée de chez larguée. Hein. Je me suis retrouvée en fait avec ce truc pendant plusieurs semaines. J'ai passé mes nuits et mes jours sur internet pour essayer de découvrir des trucs sur ce que c'était que le HPI et le THPI, puisque alors ça c'est des débats interminables entre les spécialistes de la chose. Est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est pas pareil, est-ce que c'est le THPI est juste un grand HPI ou bien est-ce que c'est carrément autre chose, comme on dit que le HPI est carrément autre chose que la façon plus normale de fonctionner.
je sais pas, mais moi j'étais prise dans ce truc en fait où alors, non seulement j'avais tout cet univers à découvrir, mais avec en plus cette spécificité. J'ai regardé les stats là, c'était un surdoué. Les surdoués c'est 2 personnes sur 100. Ok. Alors je regarde mon chiffre parce qu'il y a des tableaux sur internet, plein de trucs. Je cherche mon chiffre dans les tableaux, c'est 1 personne sur 6000. C'est horrible en fait. C'est un sentiment de solitude phénoménal qui m'a ramené à ces grands moments de désespoir là, de mon enfance dont je parlais au début. Un truc, j'ai dit, ah ouais, c'est ça en fait. Et pendant à peu près 2 ans, j'étais monomaniaque sur le HP. Je ne rencontrais que des surdoués, parce qu'il y avait des réseaux, hein, donc je rencontrais que des surdoués. Je m'étais fait plein de nouveaux copains, alors c'était le village dans un nuage. C'était merveilleux, on était plein d'adultes à découvrir ce truc-là en même temps. Et il y avait une espèce de communauté hyper familiale, avec des relations qui se nouent hyper fortes, hyper vite. Mais quand je dis hyper vite, c'est dans la seconde, quoi. Je me souviens avoir rencontré un gars, une fois, on s'est dit, bon, on s'était donné rendez-vous en ville, on se dit bonjour sur le trottoir, et il était en scooter, je monte à l'arrière de son scooter pour aller je sais plus où, enfin si je me rappelle, on s'en fiche, et j'avais l'impression d'être, donc ça avait duré 2 minutes, j'avais l'impression d'être sur le scooter de mon cousin avec qui j'avais passé toutes mes vacances d'enfance et que je retrouvais après 15 ans de ne pas se voir, quoi. Un truc comme ça hyper fort, et toutes les personnes que je rencontrais, bon, en général, quand je rencontre des gens, je me dis bon allez, on va prendre un café pendant 3/4 d'heure et puis on verra. Là c'est des cafés qui duraient 5 heures. C'était mon quota normal en fait. Je rencontrais quelqu'un, ça durait 5 heures, c'était rigolo hein, parce que ça faisait de quoi à chaque fois. C'était 5 heures. Et donc c'est un confort en fait relationnel, donc psychique, c'est un confort intérieur qui est magique à découvrir. Alors moi j'étais pas du tout consciente, hein, donc j'étais pas comme les autres. J'avais pris pour habitude, parce que je réfléchissais quand même beaucoup à la vie, et aux relations, etc., parce que pour moi ça a toujours été compliqué. J'avais pour habitude de me prendre comme un individu lambda, un étalon lambda, voilà. Alors moi, un type de relation comme ça me fait tel effet, donc j'imagine que les gens, ça leur fait tel effet. Moi, je trouve ça normal de faire ça, donc j'imagine que globalement, les gens, ils trouvent ça normal de faire ça comme ça. Et puis en fait, à peu près à la même époque, en fait, j'ai commencé à entendre, je ne sais pas si on me le disait avant et que j'entendais pas, ou bien si on a commencé à me le dire à ce moment-là, mais des moments où je disais des trucs comme ça, où les gens me regardaient en disant toi, Mel, un individu lambda, c'est toi que tu prends en exemple pour penser à la généralité. Allô? Non, Mel, tu n'es pas un individu lambda. Mais voilà, moi, je tombais des nues, quoi. Je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un de différent. Et en fait, j'ai pris conscience petit à petit de tous les efforts que je faisais pour entrer en relation avec des gens, de se comporter comme ça, puis en fait non, je vois que c'est pas bien, c'est pas apprécié, donc j'essaie de changer, j'essaie de voir comment les gens ils font, j'essaie de faire comme eux, je fais comme eux, mais avec moi ça marche jamais. Eux ils font des trucs et ça fonctionne, et moi je fais pareil, et ça fonctionne pas. Et ça je me souviens très très bien m'être dit ça plein de fois, quand j'avais, je sais pas, 20-30 ans, de dire mais je fais comme les gens, quoi. Pourquoi moi ça marche pas? Je fais la même chose, pourquoi ça marche pas? Mais j'avais jamais poussé la réflexion jusqu'à me dire bah parce que je le fais pas de la même façon qu'eux, parce que je suis pas comme eux. ma réflexion s'est arrêtée à je fais comme eux, pourquoi ça marche pas? Et donc la découverte de ça m'a permis en fait de m'identifier en tant que personne particulière, donc qui est regardée comme un espèce d'ovni. Et aujourd'hui je suis toujours pas hyper consciente de ça, on me le dit énormément aujourd'hui, mais aussi parce que je suis beaucoup plus ouverte à ce genre de truc, et puis je cherche l'information aussi, je suis beaucoup plus dans ma façon d'être avec les gens, je suis beaucoup plus dans une recherche d'adéquation,
Et donc je pose moins les choses comme voilà ce que je suis. Et l'autre il se le prend dans la figure et puis un coup sur deux il se barre. Sinon il se prend le coup dans la figure et il reste mais comme ça et puis au bout d'un moment il s'est pris trop de coups, il se barre. Aujourd'hui j'y vais quand même beaucoup plus doucement, donc je reçois aussi beaucoup plus de retours. Et les gens continuent à me dire que je suis vraiment quelqu'un de très particulier. Alors je ne sais pas ce que c'est que ce très particulier. Moi je fais mon chemin à l'intérieur, donc je découvre année après année. C'est pour ça le chemin de Compostelle, là, ça m'a vraiment vachement apporté. Le fait de marcher physiquement pendant aussi longtemps et d'être c'est un espèce de processus symbolique en fait de tout ce qui se passe sur le chemin, c'est à l'image de ma vie. Donc toutes les petites choses que je vis sur le chemin, en fait, ça me parle de ce que je vis dans ma vie sociale. Et sauf que du coup c'est visible. Parce que sur le chemin on est tellement dénudé de tout, on a un sac à dos et quelques billets dans la poche pour s'acheter à manger. Et c'est que ça, en fait. Donc les choses sont beaucoup plus lisibles. Et ça m'a beaucoup permis, ça m'a vraiment permis de lire des choses dans ma vie, de saisir ma particularité, pas ma particularité, saisir le fait que je suis particulière. Ma particularité, je ne sais toujours pas ce que c'est. Je découvre au fur et à mesure que j'ai certains talents pour ceci, cela, etc., que je n'avais pas identifié. Le HPI, ça m'a permis principalement de m'envisager comme quelqu'un de particulier. Ça, c'est le truc numéro 1. Et le truc numéro 2, c'est de me faire confiance. Une fois que j'ai passé mes tests, moi j'étais comédienne, metteur en scène, marionnettiste, clown, des trucs qui n'inspirent confiance à personne. Qui sont très attirants pour les gens. Ouah, t'es comédienne, ouah. C'est tout. Et comme je ne pouvais plus faire de théâtre en fait, et que à cette époque-là, il y avait eu aussi tous les suicides sur les lieux de travail, dans des grandes entreprises françaises, des gens qui avaient des postes à responsabilité, qui mettaient fin à leur jour parce que le travail était tellement insupportable qu'ils n'avaient pas d'autre solution que d'abandonner leur famille et leur vie pour arrêter de souffrir. Et moi, je voyais que dans mon milieu à moi, en fait, les gens ils sont toujours contents d'aller travailler. Même dans des conditions abominables, même moi, avec cette dame qui m'a complètement démontée, et d'autres avant moi, et certainement d'autres après moi, même quand on n'est pas payé, même quand il n'y a personne dans la salle, même quand j'ai jamais vu quelqu'un arriver pour travailler en disant j'ai pas envie d'être là. J'ai jamais entendu quelqu'un, la veille d'une répète, d'être en tournée, de quoi que ce soit, d'une réunion, de n'importe quoi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire oh, j'ai pas envie. On n'a pas de reconnaissance sociale, à part les grandes stars, hein, mais sinon tous les gens qui travaillent dans les petites compagnies, on n'a pas de reconnaissance sociale, on n'a pas de conditions de travail confortables, on a souvent quand même des revenus très incertains et pas épais. Tous les gens qui partent en tournée, ils ne voient pas leurs gamins pendant des semaines, parfois des mois, enfin, c'est des conditions de travail qui ne sont pas faciles, mais les gens sont pas malheureux de travailler. Et donc je me suis dit, le théâtre doit pouvoir servir à autre chose quand même. On a un truc là, le rapport qu'on a avec le travail, c'est autre chose. Et je me dis, j'aimerais vraiment apporter ça dans le monde des entreprises. Et le fait de savoir que j'avais un cerveau qui pouvait me permettre de faire absolument ce que je voulais, je suis allée faire par exemple un master de management. Moi je déteste tout ce qui est économie, tout ce qui est finance, tout le programme en fait d'un master de management, je déteste ça. À part le tout petit module sur le management humain, c'est-à-dire la particularité d'un être humain, comment parler aux gens pour pas les bousiller justement. À part ce tout petit module, tout ça c'est des trucs qui me font mal en fait. Et le fait de savoir que mon cerveau était capable
de travailler les informations avec une telle... travailler, ouais, enfin, comment dire, ouais, le fait de savoir que je pouvais demander à mon cerveau de travailler n'importe quoi, et ben, ça m'a permis en fait d'aller, donc de rentrer en master de management, dans un master professionnel avec des adultes. Donc j'ai fait ça, après je vais faire une formation à la création d'entreprise, j'ai monté ma boîte que j'ai plantée, mais néanmoins, pour aller faire du service aux entreprises, j'ai pas réussi à vendre parce que là ça fait, donc c'était en 2013 mon master, on est en 2023. Ça fait 10 ans, ça m'a pris 10 ans d'arriver à la conclusion que non, je ne suis pas un animal commercial. Okay. Non, tout le monde ne peut pas vendre. Et moi je fais partie des gens qui ne peuvent pas vendre. Pendant 10 ans, là je viens d'essayer en fait de vendre, soit aux entreprises, soit aux particuliers. J'ai essayé, je fais des formations de web marketing pour apprendre à vendre sur les réseaux sociaux, etc. Il n'y a rien qui marche. C'est hallucinant. Les gens me disent « Ah, c'est vachement intéressant, tout ce que tu racontes, ça, mais les gens n'achètent pas. » J'ai quelques clients comme ça, par-ci, par-là, mais je ne sais pas me mettre dans cette posture de la personne qui dit « Bonjour, j'ai la solution pour vous. » Je ne sais pas si j'ai la solution pour vous. Je ne vous connais pas. Donc, je ne peux pas avoir de solution pour vous. J'ai une solution. Je vais vous en parler. Si vous voulez vous acheter, ben les gens ne les achètent pas. Voilà. Une autre chose que le HPI, la découverte du HPI a fait pour moi, c'est que je suis quand même beaucoup plus attentif aux autres, à l'impact que j'ai sur les autres. Alors, parce que j'ai pris conscience. Je ne l'identifie pas en fait encore complètement, mais j'ai pris conscience que je peux brutaliser en fait les gens parce que je suis, et donc je fais quand même beaucoup plus attention et les rapports que j'ai avec les gens se sont énormément apaisés parce que j'y vais plus. Je me souviens avoir écrit un texte quand j'étais étudiante où je racontais que j'étais comme un éléphant qui était super copain avec les pâquerettes. Et pour aller papoter ou jouer avec les pâquerettes, il était obligé de rentrer dans le champ de pâquerettes et il écrasait en fait toutes les pâquerettes avec ses grosses pattes. Moi je me sentais ça. Et aujourd'hui, du coup, je ne sais pas comment je m'y prends, mais j'essaie d'avoir des pattes d'éléphant comme ça. Et du coup, j'écrase un peu moins de gens, il me semble. Voilà. Ok. Quelles ont été les ressources qui vous ont été le plus utiles pour faire face et pour avancer vers votre rétablissement ? Alors, tout au début, je dois avouer à contre-cœur que les médicaments n'ont pas été inutiles. J'ai beaucoup résisté pour en prendre. Je me souviens avoir eu des discussions avec le professeur sur ce sujet. Mais pourquoi vous voulez vous sentir mal, me disait-il. Mais parce que si je me sens bien, après je vais oublier que j'ai des trucs à travailler, puis je ne vais pas les travailler, puis après, quand j'arrêterai de prendre des médocs, je me ressentirai mal et ça ne servira à rien, je vais faire ça toute ma vie. Et donc j'en ai quand même pris un petit peu et j'ai trouvé ça... alors merci beaucoup à lui de m'avoir permis de doser le médicament comme c'était bon pour moi. Moi je prenais des micro-doses et ça m'a permis de sortir de l'ornière, mais de absolument pas devenir dépendante et de pouvoir faire mon travail. Et j'y suis venue, j'ai plus de 3 fois je crois, jamais très longtemps et toujours à toute petite dose. Et ça me permettait en fait de sortir de l'ornière pour pouvoir continuer à avancer. Indépendamment de ça, qui est donc des choses très ponctuelles et vraiment qui pour moi est comme une main tendue pour sortir d'un trou, mais qui n'est pas un outil vraiment. Moi ce qui m'a énormément aidé en fait c'est toute la dimension spirituelle, de contacter ça, de partir marcher sur le chemin de Compostelle. Alors ça a démarré, tout ça, ça a démarré au début quand je suis arrivée dans le service ici. Il y avait un programme pour les surdoués de la méditation, etc. Donc j'ai commencé à découvrir un peu ces trucs que je pratiquais quand même déjà avant, parce que j'ai une éducation catholique, donc la prière, la méditation, tous ces machins-là, c'est des trucs que j'avais expérimentés quand j'étais petite, et même plus grande. Donc de me retrouver toute seule à essayer d'envisager quelque chose de plus grand,
c'était pas complètement nouveau. De me connecter à mon corps, c'était pas nouveau, parce qu'avec le théâtre, j'étais quand même beaucoup là-dedans. Mais disons, de le faire dans une démarche de connaissance de soi, d'appréhension, en fait, de sentir qui je suis, ça c'était quand même assez nouveau. Et après, aller marcher vers Compostelle, le fait de me mettre en mouvement, de me mettre en marche, ça a été vraiment hyper salvateur. Et je me suis complètement bousillé le corps sur le chemin. Mais alors, c'est pas du tout un problème pour moi. Il y a plein de gens qui disent « Oh là là, ma pauvre, c'est horrible, ah, mais t'as encore mal et tout. » Ouais, ça fait 2017, 2023, ça fait 6 ans, j'ai encore mal, là, je peux pas retourner marcher. Ah, mais c'est horrible. Non, c'est pas horrible du tout. Le gain que j'ai eu, il est... Et puis mon corps, je ne désespère pas du tout de réussir à reconstruire ce qu'il y a à reconstruire, de pouvoir repartir marcher un jour. On a une résilience psychique et corporelle qui est phénoménale. Ouais, un truc qui m'a beaucoup aidé quand même, c'est de me mettre en action aussi, d'oser faire des choses. De me faire confiance et donc d'oser faire des choses. Et d'aller tester des trucs qui ne marchent pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, pour arriver très loin là-bas, il faut passer par plein d'étapes, et des étapes de toute façon, c'est pas le point d'arrivée. Donc si ça foire, c'est pas grave. J'ai monté une SARL, en 2 ans j'ai mis 10 000 balles dedans, moi qui gagne que dalle, hein. C'était un héritage. J'ai mis 10 000 balles dedans, en 2 ans j'ai perdu mes 10 000 balles. Bon, il y a plein de gens qui trouveraient ça horrible, oh mon Dieu, etc. Mais non, c'est très bien. Je me suis offert une expérience de 10 000 balles. C'est une super richesse, quoi. Je ne les ai pas perdues. C'est 2 ans d'aller contacter je me suis permis en fait, pendant ces 2 ans. C'était génial, hein, depuis le master de management jusqu'à fermer ma boîte. Je suis passée de oh les méchants patrons, j'étais comédienne, hein, donc comédien en manifestation, patron gros con et tout ça, hein, vous voyez un peu l'ambiance. Tout le monde capitaliste c'est le diable, etc. Et en 3 ans, en fait, le master plus mes 2 années de boîte, je suis passée de les patrons sont tous des affreux à les patrons sont des gens formidables. Et ça vaut 10 000 balles, mais carrément. Merci moi de m'être offert ce beau cadeau. La dernière ressource, c'est quand même toute la dimension de tout ce que j'ai appris en termes de psychologie, avec ma formation de coaching, avec ma formation de communication interpersonnelle, et toutes les recherches que moi j'ai faites, et les psychothérapies que j'ai suivies, qui à chaque fois c'était des bribes. Je ne suis jamais restée très longtemps avec des psys, j'en ai vu plein en fait. Ils m'ont apporté chacun un petit truc. Au moment où je vivais les choses, en général j'étais énervée parce que je trouvais que ça ne marchait pas en fait. Je faisais quelques séances, c'était intéressant, puis très vite, il n'y avait plus rien en fait. Comme si c'était déjà fini au bout de 3, 4, 5 séances, plus rien, ça ne me va plus. Donc c'était très décevant, avec souvent aussi cette phrase, mais vous savez, c'est vous qui avez les solutions. Mais je viens te voir pour que tu me donnes des éléments de solution et tu me dis que c'est moi qui ai la réponse à l'intérieur de moi. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai, on a la réponse à l'intérieur de nous, c'est tellement vrai. Et tous ces petits machins, en fait, j'ai rempli mon sac. J'ai rempli mon sac d'outils, et puis avec ça, j'ai bidouillé, en fait, mon propre système, qu'aujourd'hui je transmets à travers les coachings que je donne. Et d'année en année, en fait, je m'affine sur certains trucs. Là, cette année, ça y est, j'ai terminé mon cycle avec les relations toxiques. C'est fini. Je ne serai plus dans des relations toxiques. Et donc je me mets à accompagner les gens là-dedans depuis quelques mois. C'est une auto-formation, alors avec tous ces éléments qui viennent de l'extérieur. Mais du coup, c'est un truc que je construis moi, et ça, le HPI, il a été hyper important. Jamais j'aurais imaginé avant être capable de faire un truc pareil, quoi. Moi, il fallait apprendre des trucs auprès des savants, et puis après, ces trucs-là, je vais les mettre en œuvre. Mais non, je vais apprendre plein de trucs de plein de savants, et même de gens qui ne sont pas savants, peu importe, je vais faire mes expériences, je vais me vautrer, je vais me ramasser dans la boue. Et avec tout ça, je construis ma cathédrale à l'intérieur de moi, et ça, après, je peux le partager avec les gens. Ah. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien aujourd'hui. Vu de l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Là, je suis en train de déménager. Je vais changer de région, je ne sais pas exactement où je vais.
Je vais déposer mes affaires chez mon père en Bretagne. Je pars en Galice pendant quelques mois, sur le chemin de Compostelle, pas pour marcher, mais dans un lieu là-bas, la maison de l'alchimiste, que j'affectionne énormément. Et je sais pas en fait, je sais pas où je vais atterrir. J'ai un peu dans l'idée de m'installer en Bretagne après, mais franchement je suis ouverte à ce que la vie m'offrira. Et j'ai vraiment l'impression de goûter, ça y est, de goûter à la liberté. C'est un truc qui a toujours été tellement central pour moi, la liberté. Je crois que c'est vraiment ma valeur fondamentale. J'ai jamais accepté qu'on me force à faire des choses partout. Tous les boulots que j'ai faits où on me forçait à faire des choses que je ne voulais pas faire, je ne suis pas restée. Ce qui fait que j'ai vivoté pendant, j'aurai 50 ans l'année prochaine, donc ça fait 25 ans, on va dire, que je suis dans le monde professionnel. J'ai évidemment fait carrière nulle part, et puis j'ai toujours fait des petits bribes de boulot, des temps partiels, des machins, parce que je supporte pas en fait ce truc où on m'enferme dans une... On fait un truc là, bon, et puis on le fait comme ça. je peux pas. Et là aujourd'hui, j'ai l'impression de me libérer de tout. J'ai même plus là un loyer à payer. À partir de juillet, j'ai même plus un loyer à payer. J'aurai l'essence de ma voiture. Et j'irai chez des gens, je sais pas, je vais voir en fait. Je sais là où je vais dans les mois qui viennent, donc et je changerai d'endroit comme ça viendra, quand ça viendra. Et peut-être qu'effectivement, au bout de quelques mois ou plus, j'atterrirai en Bretagne ou pas. Je verrai. Mais je me sens en fait je me sens alignée là. Et même dans les moments où j'en ai marre, oh, ça marche encore pas, pourquoi ça marche encore pas? Ça marche pas, là. Je dis voilà, hop, c'est plus là. Qu'est-ce qui marche pas? Il n'y a rien. Ah ben non, il n'y a rien. Très bien. Ben, si ça c'est plus là, et ben hop, derrière il y avait autre chose. Ah ben tiens, je peux aller faire cette autre chose. Et ouais, je suis vraiment dans un truc de fluidité où, en fait, quand j'ai appris à poser des actions, j'ai appris à tirer les fils en fait des choses. Ça, c'est un truc depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Je me suis donné deux nouvelles règles. Je refuse aucun cadeau. Alors les gens qui ont du mal à accepter les cadeaux, arrêtez. Accepter les cadeaux, c'est merveilleux. Quelle richesse, la fameuse abondance là. Ah, je cherche l'abondance et tout. Comment ça accepter les cadeaux qu'on te propose? Tout. À chaque fois qu'on te propose un truc, tu dis oui. Merci. Des fois je vérifie quand même, parce que des fois les gens ils proposent un peu comme ça par réflexe, parce que ça se fait. T'es sûr? Tu vas pas regretter? Ok, super, merci. Il y a ça, et tirer toutes les opportunités. Ne jamais, en fait, si je vois quelque chose, j'investigue, en fait, qu'est-ce que c'est? Je vais regarder, je tire le fil, et je regarde. Et parfois c'est juste un fil qui encombrait le chemin, donc pouf, il n'y a rien au bout. Voire il y a un truc pas agréable, mais ok, je l'enlève, et du coup je peux continuer à avancer. Sinon, en fait, il y a plein de fils là, qui sont là, qui collent de partout. Et ben ouais, mais tu nous utilises pas, alors nous on est là, ok, bon. Et ben maintenant je tire les fils. Et c'est tellement libérateur. De votre expérience, auriez-vous des conseils pour les autres personnes, les autres patients, les familles? Ça, c'est pas évident, parce que c'est vraiment un chemin hyper personnel. Les gens qui aiment marcher, débrouillez-vous, allez marcher. Le chemin de Compostelle ou autre chose, hein, il y a plein de façons de marcher. Mais si vous avez besoin, si vous n'avez plus là, s'il n'y a rien qui marche, si vous ne comprenez plus rien, si vous n'en pouvez plus, si je ne sais pas quoi, allez marcher. Le corps se réveille, le mouvement, c'est magique, les rencontres qu'on fait, le lien avec la nature, les frousses qu'on peut se faire qui sont quand même pas bien vilaines. Alors pour ça, le chemin de Compostelle, c'est très balisé, il y a plein de gens partout tout le temps, enfin franchement, on ne prend pas de risque. On aurait que d'aller se balader tout seul dans la montagne. Et tout est symbolique. Les choses deviennent tellement lisibles, tout d'un coup, c'est magique.
Une deuxième chose que je dirais, c'est apprendre à s'écouter. Et alors ça, c'est une phrase à la con, excusez-moi l'expression, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. On a toujours l'impression de s'écouter. Écoute ton corps, écoute tes émotions, écoute tes états. Si je suis pas bien quelque part, je fais pas des efforts pour être bien quelque part. Je cherche qu'est-ce qui me met mal à l'aise. Et soit je quitte cet endroit parce que c'est pas pour moi, soit j'identifie, c'est un gros travail, hein. J'arrive à identifier à l'intérieur de moi qu'est-ce qui est fragilisé par cette situation et je vais construire ce qui est fragile. Donc je vais travailler sur moi pour construire ce truc-là qui est fragile. Mais avant de faire ça, il faut identifier, c'est hyper profond en fait, les choses qu'on a à construire. C'est pas la relation à l'autre, c'est pas ah je suis agressive ou ah ouais je suis pas assez active, non c'est pas ça. C'est mon rapport à moi-même, comment moi je me maltraite, comment moi je ne me reconnais pas, comment moi j'ai aucune reconnaissance professionnelle. Je sais pas, les gens ils trouvent que ce que je fais c'est génial, mais j'ai aucune reconnaissance professionnelle. Souvent j'ai vraiment l'impression qu'on se moque de moi, et arrêtez de dire que je suis géniale si vous achetez jamais rien quoi. Mais je ne peux pas avoir une reconnaissance des autres si moi je ne m'identifie pas. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais toujours pas exactement qui je suis. Qu'est-ce que je transmets aux autres? Une espèce de gloubi-boulga, je suis un truc, qui veut acheter un truc, mais personne ne veut acheter un truc. Donc le jour où j'arrive à m'identifier vraiment, peut-être que les gens m'achèteront des prestats, des objets, peut-être. Mais aujourd'hui, en fait, c'est ça aussi qui me tranquillise énormément. Évidemment que je ne peux pas vendre aujourd'hui. Je ne sais pas encore suffisamment qui je suis. Et tout le monde, on est des êtres d'une puissance. Et là, je parlais de spiritualité tout à l'heure. Spiritualité, c'est pas la religion. Hein. La spiritualité, c'est on est des êtres de chair, ok, mais on n'est pas que de la chair. Il y a une émotion, un sentiment, une intuition. C'est pas de la chair, et ça existe. Et d'aller travailler ça et de se rendre compte, en fait, de prendre conscience de qu'est-ce qu'on est. Et de voir jusqu'où ça va quoi. Ah bah ouais mais je suis capable de sentir ça, je suis capable de sentir des trucs phénoménaux. Et je suis 10 000 fois plus grande, plus forte, plus puissante, plus belle, tous les adjectifs positifs qu'on peut imaginer, que j'imagine. Et donc évidemment c'est une quête d'une vie entière, mais franchement ça vaut le coup quoi. Et le dernier truc que je dirais, c'est de ne pas négliger les alarmes. Quand vous n'en pouvez plus, vous n'en pouvez plus. Vous vous attendez pas d'être complètement mort au fond de votre lit. Quand vous en avez marre, quand vous n'avez plus envie d'aller bosser, ça suffit en fait. C'est pas normal de ne plus avoir envie d'aller bosser. Quand vous avez l'impression dans votre famille que plus personne vous écoute et que vous comptez pour rien, c'est pas normal. Donc on s'arrête, on écoute. On s'en occupe. On n'attend pas de se retrouver à l'hosto, complètement drogué de médicaments, parce qu'on a fait une tentative pour mettre fin à ses jours. Non, le corps, le psychisme, ils nous envoient tellement d'informations. Les émotions, elles nous envoient des informations tellement précieuses. Il faut apprendre à les lire. C'est un langage très particulier, le langage émotionnel. C'est pas du premier degré. Il faut apprendre en fait à comprendre ce que racontent les émotions. Les émotions, c'est nos gardiennes. C'est elles qui nous disent fais gaffe, tu es en train de quitter ton chemin de vie là. Fais gaffe, là il y a un danger. Il y a peut-être un danger par là. Fais gaffe, là il y a un gros obstacle, tu vas te manger le mur. Fais gaffe, là par ce chemin-là, tu pourras pas retrouver ton chemin. Et si on n'écoute pas ça, on se cogne, on tombe, on disparaît de nous-mêmes, et puis petit à petit, on croit toujours, hein, on croit pas au temps, on ne croit pas à l'âge qui vient, on ne croit pas que en fait les choses se chargent de plus en plus avec les années. Ici, si. Au début, on dit ouais ça va, je peux supporter, je peux faire avec. Non mais je prends sur moi, c'est bon, mais arrêtez de prendre sur vous. Ah non, on ne prend pas sur soi, on accueille.
Si vous pouvez accueillir, très bien. Si vous devez prendre sur vous, non. C'est pas ça la vie. La vie, c'est des choses qui circulent, quoi. À partir du moment où c'est stocké à l'intérieur de vous, et c'est pas... C'est un signe. Il y a un truc à ouvrir quelque part, il y a un truc à construire à l'intérieur, il y a quelque chose à regarder, quoi. Et arrêtez d'être au bord de craquer pour faire stop. C'est mieux d'emmerder tout le monde avant d'avoir craqué, parce que vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de je sais pas quoi, plutôt que d'emmerder tout le monde une fois que vous avez craqué, parce que là, ils n'auront plus le choix que de faire avec le fait que vous n'êtes pas là. Donc, tant qu'à emmerder les gens, entre guillemets, parce que souvent c'est ça qui fait qu'on ne s'arrête pas. Non mais les gens, ils ont besoin de moi, les collègues ont besoin de moi, les enfants ont besoin de moi, mon mari, ma femme a besoin de moi, et le monde a besoin de moi. Oui, mais quand tu seras mort, c'est pas une solution, quoi. Ils feront sang et ils ne seront pas contents que tu ne sois plus là. Donc rééquilibre le truc avant. Et oui, ça demande des efforts à tout le monde, mais le temps est un piège quand même. Je dirais, pour terminer, je dirais que la vie n'est que un trésor en fait. Et qu'on a tout, mais chaque personne, la vie elle n'est pas débile. Hein. Elle ne vous a pas créé pour faire de vous un truc à mettre à la poubelle. Si vous existez, c'est que vous avez une place en fait. Vous êtes important. Vous êtes un élément d'une structure. Vous êtes important pour cette structure. On ne peut pas enlever l'élément. C'est pas vrai. Donc la vie, elle vous donne en fait tout ce dont vous avez besoin pour vous développer. Et le piège, c'est que souvent on veut se développer comme le voisin. Et la société, elle charge à fond pour qu'on se développe comme tout le monde. Mais se développer soi-même, ça, c'est le chemin vers la paix intérieure, la joie, le bien-être, la respiration. Et pour ça, on a tous les éléments dont on a besoin à l'intérieur de nous. On a tout à l'intérieur de nous. Il n'y a pas à aller chercher dehors. C'est dedans. Ça coûte zéro. Il n'y a pas besoin d'argent, pas besoin de compétences, juste besoin de s'intéresser à soi et de se reconnaître la valeur que la vie nous a donnée quand elle nous a fabriqués.